la plupart du temps à faire du tri sélectif, avoir une approche sélective et avoir finalement cette checklist de questions. Qu'est-ce qu'on connaît du client? Se poser des questions internes, est-ce qu'on a les ressources notamment, etc. Plus d'autres questions vont permettre effectivement à un moment donné de dire j'y vais, je n'y vais pas, et si j'y vais, qu'est-ce que je fais? Donc voilà quelques exemples d'outils qui ne sont pas exhaustifs, qui vont vous permettre dans cette phase amont de vous préparer. Alors quelques clés pour la réponse. Alors ce qui est intéressant aussi, une autre étude montre finalement comment perçoivent en général les acheteurs vos propositions. Alors je vais mettre le focus plus particulièrement sur un point, celui qui est en bleu, peu différenciatrice. Vous voyez, les acheteurs considèrent que aux 2/3, qu'on ait une proposition ou l'autre, on la considère peu différenciatrice. Alors quand c'est peu différenciateur, effectivement, sur quoi on fait l'écart? Le prix. Voilà. Or, l'achat n'est pas toujours un achat low cost. Il y a des achats où l'enjeu est fort, où le client est prêt à mettre un peu plus, mais si votre argumentation n'est pas suffisamment distinctive par rapport à la concurrence, ce ne sera pas vu et l'approche se fera plutôt sur le prix. On va poursuivre. Donc, qu'est-ce qu'on peut gagner, évidemment, en essayant de professionnaliser ou optimiser ces réponses? Évidemment, avant tout, du chiffre d'affaires. Une meilleure offre augmente plusieurs dizaines de fois vos chances de gagner dans la réponse. Ce qu'on appelle le taux de retour. Posez-vous la question, ça représente quoi? Finalement, 10% de chiffre d'affaires, ne serait-ce que 10% de chiffre d'affaires en plus dans votre activité. Souvent, c'est quand même plus que significatif. Plusieurs manières, notamment la sélectivité des affaires qu'on a évoquées. Alors, on a aussi là, un certain nombre d'outils, j'en citais quelques-uns. Ce qu'on appelle la checklist des besoins, en gros, c'est de résumer quelles sont les attentes de vos clients. Derrière cette matrice de réponse, c'est de présenter finalement pour chaque attente le sommaire, être certain que quelque part dans sa proposition, on a bien la réponse adressée. La grille de compatibilité, pour chaque attente, posez-vous la question « je sais faire, je ne sais pas faire » ou « je sais faire et très bien faire ». En gros, c'est un petit résumé technique. Donc ce résumé peut être demandé d'ailleurs par vos interlocuteurs. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à fournir un résumé technique. Ce qu'on appelle un executive summary, qu'on peut faire à 2 niveaux, au niveau global de l'offre, mais aussi au niveau technique. Finalement, en d'autres termes, c'est donner de manière synthétique une vision à chaque décideur. Pour le décideur final, un executive summary global, un résumé technique pour le décideur technique. Des techniques d'argumentaire, un qui prend en compte la concurrence, qui va vous aider à vraiment faire ressortir justement qu'est-ce qui est différenciateur. D'autres techniques, l'ABCD, qui se rapproche un petit peu de ce qu'a évoqué Odile, le CAB, caractéristiques, avantages, bénéfices, et des points communs. La FAQ, c'est une autre manière de traiter la foire aux questions, Frequent Asked Questions. En gros, c'est d'anticiper les objections et d'apporter même la réponse dans la proposition, avant même que l'objection vienne. Là, souvent, ça fait tomber des objections. Vous en avez un peu moins. L'executive summary, un résumé de l'offre, qui peut être dans la lettre d'envoi. Souvent, les lettres d'envoi, c'est vous nous avez consulté, veuillez trouver ci genre de meilleure proposition. C'est pas super vendeur quand même. Si dedans, on explique ce que vous proposez de manière très résumée, vos avantages, là, vous avez une chance d'être lu par notamment les décideurs et d'acquérir un peu plus de confiance. Alors, aussi, un autre outil qui est intéressant, c'est en amont des appels d'offres, bâtir des propositions types argumentées. Alors, je vais vous montrer un exemple de sommaire de ce qui peut être bâti et de préférence en amont. Donc 3 parties, enfin 3 grandes parties avec l'executive summary, c'est ce qu'on a évoqué, c'est le résumé. Grand 1, c'est la proposition d'assistance, donc en gros, c'est votre proposition technique. 2, proposition commerciale. Grand 3, c'est vous, à propos de X, c'est parler de vous. Et je mets bien en 3, ne tombez pas dans le piège, je ne citerai pas des noms de grandes entreprises que j'ai vues, où ils commencent à parler pendant 30 pages, enfin le début de la proposition, parler 30 pages de ce qu'ils sont, de leur existence depuis le début du XXe siècle, etc. etc. Ça, c'est pas terrible. Parlez, comme le disait Odile, parlez avant tout de votre client. Et des annexes éventuelles. Alors là, on a un plan type. Évidemment, lorsqu'on est sur des structures imposées, en particulier sur les marchés publics, le plan type ne colle pas toujours. Il s'agit parmi ce qui est là de pouvoir le réadapter dans la structure qui vous est imposée. Mais souvent, ça c'est possible. En gros, la proposition d'assistance sur le public, c'est ce qu'on appelle le mémoire technique. Et la proposition commerciale, vous allez retrouver ça dans d'autres documents. Alors, je vais faire un zoom plus particulier sur la partie proposition d'assistance, puisque c'est quand même, d'un point de vue technique, la plus importante. Donc, petit 1, c'est de parler du client, comme on l'a évoqué. Donc, rappeler son métier. Son métier au sens large, une fois plus qu'il soit public ou privé. Si c'est une administration, rappelez effectivement
qui il est. C'est tout simple, mais vous avez souvent dans les critères de notation une ligne qui est finalement compréhension du besoin, compréhension des enjeux. Bah, si vous mettez rien sur le client, sur son besoin, bah, c'est la bulle, vous avez 0. Donc rappelez qui il est, son métier, ses besoins, et même mieux que ses besoins, rappeler ses enjeux, ce qui n'est pas toujours écrit dans le cahier des charges, c'est même encore mieux. Là, vous allez gagner des points. Ensuite, on est dans la partie 2, vraiment technique, un résumé de la proposition technique qui peut prendre 10 lignes ou 10 pages, suivant la complexité de l'offre. On est après, de 2, de 3, là, on est dans le cœur vraiment de ce que vous avez proposé, je ne rentre pas dedans, ça c'est votre métier. Dès qu'on vend du service, le service c'est un peu plus compliqué, forcément que vendre du produit, il va falloir expliquer aussi comment vous allez gérer le projet. Donc petit 3, organisation des échanges, expliquer de quoi vous allez partir, vos données d'entrée, quelles vont être les étapes, quelles vont être les données de sortie, à quel moment vous voulez faire intervenir, vous avez besoin d'un interlocuteur, quel type d'interlocuteur. Enfin bref, toute cette organisation d'échange, il va falloir l'expliquer. Dès qu'on vend du service, il s'agit de vendre aussi les individus, l'organisation, qui vont intervenir. Donc avoir un mini-organigramme projet, c'est intéressant. Avoir des mini-CV, ça va contribuer aussi à légitimer que les gens qui vont intervenir ont les compétences pour pouvoir faire ce que vous promettez. Dans le 5, il y a une grande catégorie, j'ai tout mis dans un même paquet, bien qu'en réalité c'est quand même fait un peu l'éclater, c'est tout ce qui est de la démarche qualité. Donc je mets dedans le code de déontologie, la politique de développement durable, la démarche qualité, bon, même si derrière ce sont quand même des items assez différents. Le développement durable, en l'occurrence, c'est un critère qui est de plus en plus courant, en particulier sur les marchés publics. Il ne faut pas le négliger. Les références, expliquer avec qui vous travaillez. Et là, on peut être de manière assez simple, assez malin d'une certaine manière, en mettant 2 types de références. Les références sur prestation, c'est-à-dire montrer ce que vous avez déjà vendu de même nature que la demande. Ça, c'est ce qu'on fait en général, mais c'est aussi expliquer les références sur votre marché. C'est une mairie, expliquez que vous avez tant de mairies, même si vous avez vendu autre chose. Souvent, chaque client a l'impression d'être unique. Son type de métier, il n'est pas comme les autres. Donc montrer que vous avez l'habitude de travailler avec des entreprises ou des administrations comme la sienne, c'est une manière aussi d'asseoir votre crédibilité. Donc les références, c'est souvent intéressant de mettre 2 petits tableaux, comme on le voit. La proposition commerciale, je ne vais pas la commenter. Là, on va retrouver, j'allais dire, quelque chose d'assez classique. Et en particulier sur le public, vous êtes quand même très très cadré là-dessus. Donc là, je ne vais pas faire de commentaires. Dernière étape, après la réponse, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Je vais être plus rapide, puisque là, Odile a quand même relativement développé cette partie. Le minimum, évidemment, c'est de répondre aux questions clients, mais là, en faisant que ça, on est dans une attitude passive. Donc l'idéal, c'est quand même d'être plus proactif. On a vu qu'on a encore 20% en gros à gagner, et vous avez intérêt, notamment, à solliciter un rendez-vous. Je vois souvent beaucoup d'entreprises qui n'osent pas appeler. Ces entreprises ont passé beaucoup de temps dans la partie proposition, peuvent mettre plusieurs personnes pendant 1 mois, par exemple, ou plus, et derrière être passif. C'est un peu dommage, on a encore 20% à gagner. Alors ne serait-ce qu'appeler pour demander est-ce que vous avez reçu la proposition, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'on peut venir vous présenter un résumé pour vous faire gagner du temps. Voilà quelques exemples d'approches possibles qui vont permettre d'asseoir la confiance et d'essayer d'avoir cet échange pour justement traiter les objections notamment, arriver à une négociation. Donc, dans la manière d'être efficace à cet oral, en complément de ce qu'a dit Odile, il y a toute la forme qu'a évoquée Odile, le fond. Avoir un oral sur un PowerPoint, ça va quand même faciliter, j'allais dire, votre présentation. Odile l'a bien évoqué, il y a du visuel dans votre présentation, la communication visuelle est extrêmement importante. Donc, le PowerPoint va faire que derrière vous êtes tranquille, vos arguments, vous avez réfléchi, ils sont dans le PowerPoint, et ça va faciliter quand même la lecture, la compréhension, la mémorisation de vos interlocuteurs sur ces aspects-là. Préparer la négociation, bon, les mots peuvent paraître une évidence. Les acheteurs sont professionnels, sont rompus à la négo. Est-ce que vous voulez être? Est-ce que vous connaissez des techniques de négo pour pouvoir répondre convenablement, ne serait-ce qu'à l'objection assez courante, vous êtes trop cher, la concurrence nous propose la même chose. Derrière ces objections assez classiques, il faut quand même être relativement prêt. Et une fois qu'on a répondu, ça ne suffit pas. Une négo, il y a quand même des règles, quelques étapes à connaître pour être efficace. Donc voilà quelques clés de manière assez résumée sur cette dernière étape. Alors, des exemples d'outils, je ne vais pas tous les lire, ils sont écrits ici. En fait, on les a cités pour la plupart pendant la présentation. Ce n'est plus qu'un résumé finalement des outils. Donc on voit finalement en résumé, ce qui me paraît important de vous dire, c'est qu'on pense souvent que l'appel d'offres, finalement, l'approche
est en général très intuitive. On fait une proposition au mieux qu'on peut. Mais finalement, si on veut vraiment être excellent, et quand je dis excellent, on peut vraiment augmenter le taux de transformation souvent quand on est approche intuitive, on est à 10-20%. Une entreprise va gagner un appel d'offres ou 2 sur 10. Les entreprises qui sont les plus organisées, les plus outillées, arrivent à 70%. Gagnent 7 appels d'offres sur 10. Vous voyez, il y a un écart énorme de 10% à 70%, 7 fois plus. Il n'y a pas de miracle. Entre les deux, il y a bien des techniques, il y a bien des outils. Là, vous avez un exemple. Je vous ai donné quelques exemples pendant cette présentation d'outils. Vous en avez, ils sont résumés ici. Et c'est vraiment ces outils qui vont vous permettre de passer une vitesse supérieure dans le taux de transformation. Voilà, je vais arrêter là. J'ai pris un peu plus de temps, j'ai l'impression. Non, c'est bon, on est bon. Hein, merci beaucoup. Mais je suis à votre écoute pour les questions. Première question. La question est toute simple. Plan de compte, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, le plan de compte, finalement, ça se résume à une liste de noms de sociétés. Hein, c'est un plan dans lequel vous listez les entreprises que vous souhaitez contacter. Comme on n'aurait pas le temps de les attaquer toutes, il s'agit effectivement d'être sélectif. Hein. Ça rejoint un peu ce qu'on disait, donc une réflexion préalable, c'est quoi mon positionnement, vers quel type de secteur de marché. Et derrière, une fois qu'on a dit je vais attaquer le secteur administratif de tel domaine, ça va se traduire en nom. Donc c'est super basique. La plupart des outils sont très basiques finalement. On peut se dire c'est du bon sens, et c'est vrai, c'est du bon sens une fois qu'on l'applique. Mais maintenant, le nombre d'entreprises qui n'ont pas ces outils, qui le font de manière purement intuitive, c'est quand même d'expérience énorme. Question ? Dans la proposition technique, vous préconisez l'ajout d'un référentiel client. Un référentiel, c'est-à-dire oui, des références clients. Référence client, référence projet, ou les deux. Ou produit, on va dire. Alors, il y a les deux en fait. Hein. Quand on parle des références, l'idéal, c'est premièrement d'expliquer. Imaginons que vous vendiez des murs végétaux. Je vais reprendre, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais un exemple, ou des voitures. Prenons un exemple. Donc là, c'est de dire effectivement quels sont tous les clients pour qui vous avez déjà vendu des voitures. Donc c'est une liste de noms de sociétés. Pardon, c'est moi qui me trompe. C'est le nom des voitures que vous avez vendues. Vous avez vendu les modèles Mégane. Hein. Derrière, par contre, la liste de références clients, c'est de dire voilà à qui j'ai déjà vendu les mêmes voitures que vous. Ouais, c'est un petit peu ambigu parce que moi je représente une société donc industrielle en conception et fabrication électronique. Et d'amener dans une proposition une liste de produits, de prestations, éventuellement de clients, quelque part on amène un bâton pour se faire taper dessus, parce qu'en fin de compte on apporte de l'eau au moulin en disant tiens vous êtes sur un produit concurrent, vous avez déjà développé pour un concurrent, c'est un peu ambigu de l'amener, quitte à le redévelopper, à contre-négocier, je veux dire, dans le cadre d'un échange verbal, mais d'afficher clairement j'ai déjà développé tel produit pour a fortiori votre concurrent. Alors, c'est une bonne question. Forcément, en peu de temps, on est obligé de donner les grandes lignes. Il y a des exceptions à la règle que j'ai donnée. En général, on a intérêt à donner des références. Mais vous avez raison, il y a des exceptions. Parfois, ces références peuvent être nuisibles. Il est vrai que certains clients, s'ils voient que vous avez déjà travaillé avec le concurrent, c'est complètement contre-productif. Mais on est plutôt dans l'exception, mais qui est tout à fait réel. Un exemple très concret que j'ai vécu, j'allais voir la SFR pour leur dire voilà, on est très bon dans les systèmes de facturation, on l'a déjà fait pour France Télécom. Voilà, c'était fini. Vous l'avez fait pour eux, donc on veut faire différemment. Donc effectivement, c'est des cas réels, mais on est dans l'exception. En fait, en général, ils se produisent quand? C'est quand vous avez vraiment dans votre liste de référence des concurrents qui sont hyper frontaux, des concurrents où vous les retrouvez tout le temps. Là, effectivement, on peut avoir ce risque. Donc, on est forcément obligé un peu de donner les grandes lignes, mais votre question est très pertinente. Par rapport à tout ce que je dis, il y a quand même des nuances, des exceptions, souvent par rapport au domaine d'activité. Donc là, je suis un peu obligé de donner les grandes lignes pour tout le monde. Mais la question est excellente, merci. Une autre question? Bon, Thierry, très merci bien. beaucoup. Merci pour votre attention.